Donc, on reprend. Et je vous disais que C3b pouvait également se mettre à la surface de cellules de mammifères, mais là, vous êtes bien fait parce qu'il y a des moyens d'inactiver le C3b à la surface des cellules de mammifères. On verra comment vous faites pour inactiver. Alors, sur la voie d'activation, voie alternative d'activation du complément, un petit schéma pour voir ici comment ça se passe. C3b arrive B. B par D va être transformé en BB. Properdine pour stabiliser. C3 qui arrive ici. Je fais énormément de C3b grâce à C3b BB. Je fais énormément de C3b. Lorsque j'ai C3b BB C3b, je deviens une C5 convertase et je vais pouvoir faire du C5b. D'accord? Donc c'est la même chose, mais version animée. Alors, on le voit, ça va tout seul. D, hop, je stabilise, je transforme du C3, je refais du C3b. C3b, C3b, BB, ça fait une C5 convertase. Je fais du C5b. Bien. Maintenant, c'est ce que je voudrais, c'est de passer à la diapo suivante, mais il n'a pas l'air de vouloir passer à la diapo suivante. Là, on va le passer tout seul. Voilà. Bien. J'ai compris, ce n'était pas allumé. Là, on a vu la voie alternative et on va regarder la voie classique. La voie classique, c'est celle qui nécessite l'action d'anticorps qui viennent se fixer, par exemple, sur une bactérie. Comment ça marche? La voie classique. Vous voyez que ici, pour qu'il y ait un démarrage de la voie classique d'activation du complément, j'ai besoin de l'action d'un complexe multiprotéique que l'on appelle C1. C1, c'est ce complexe ici qui est en bleu. Alors C1, c'est fait ici d'un complexe de plusieurs protéines qui sont C1Q. Il y en a 6 chaînes de C1Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont bien là. 6 chaînes de C1Q et vous avez d'autres protéines qui sont en fait des protéases, 2 chaînes C1R et 2 chaînes C1S. Elles sont ici. Donc ça vous fait C1Q, C1R2S2. Ici, ce sont des protéases. Et ça vous fait le complexe C1. C'est celui dont vous aurez besoin pour démarrer, une fois qu'un anticorps se sera fixé à un antigène, pour démarrer donc la voie classique d'activation du complément. Alors, il y a une chose, c'est que pour que C1Q se lie à une molécule d'anticorps, il n'y a qu'un site de liaison pour C1Q par anticorps. C'est-à-dire que vous n'avez par anticorps qu'un site de liaison C1Q. D'accord? Par contre, pour que ce complexe soit actif, il faut que ce complexe ait lié 2 molécules d'anticorps. Alors, ce qui veut dire que vous dites, pour les IgG, je vais commencer par les IgG. Les IgG, lorsqu'elles sont sous forme soluble,
Ça veut dire que ce complexe C1Q n'attrape à chaque fois sous forme soluble qu'une molécule d'anticorps. Donc ça ne va pas activer la voie classique. Par contre, lorsque les IgG seront ici cotés ou auront fixé plusieurs molécules d'antigène, par exemple à la surface d'un microbe, cette fois-ci, le C1 aura fixé au minimum 2 IgG et il va pouvoir être activé. Donc, il n'est pas activé, les IgG en phase soluble, il est activé simplement lorsqu'il y a plusieurs IgG qui se trouvent liés à un antigène. Donc, activation là, non, activation, oui. Alors, vous dites, pour les IgM, même si je suis en phase soluble, je vais pouvoir activer la voie classique du complément parce que je vais attraper en phase soluble plusieurs, ici, immunoglobulines. C'est pentavalent. Donc, si j'en attrape 2, ça va me suffire, je vais pouvoir activer. Ben non. Je ne vais pas pouvoir activer parce que dans ces cas-là, vous avez l'IgM soluble qui a une forme assez plane. Et sur le plan stérique, lorsque l'IgM soluble est de forme plane, le complexe C1 ne peut pas attraper l'IgM soluble qui est plane. Lorsque l'IgM soluble vient se fixer à la surface, par exemple, d'une bactérie, à ce moment-là, l'IgM soluble perd sa forme plane, il attrape une espèce de forme en agrafe, d'accord? Et à ce moment-là, ça permet au complexe C1 de se fixer sur au moins 2 monomères de l'IgM, qui est un pentamère. Donc, il y a vraiment une subtilité. À chaque fois, c'est amusant, le complément, tout à l'heure, vous aviez une subtilité sur le C3b qui était actif ou pas actif, d'accord, en forme soluble ou forme liée. Là, la subtilité, c'est au niveau de IgG et IgM. Bien, maintenant, ça y est, j'ai attrapé ou j'ai pu activer les protéases qui sont dans le complexe C1, d'accord? Les protéases, les voilà, elles sont là. J'ai pu les activer. Donc, j'active les protéases et il va y avoir en fait une liaison d'une nouvelle protéine que vous ne connaissiez pas encore. Pour l'instant, vous connaissiez C3. Maintenant, vous faites la connaissance dans la voie classique de C4. Et C4 va pouvoir être clivé par l'action des protéases de C1. C'est-à-dire les protéases ici qui sont C1, R2, S2 vont pouvoir cliver C4. Bien. C4 également, qui s'est clivé maintenant, il va y avoir un autre clivage qui va se faire, c'est le clivage de C2. Et lorsque j'ai clivé, toujours grâce à C1, à la fois C4 et à la fois C2, dans ces cas-là, j'ai formé un complexe C4b 2b. 2b, c'est un résultat du clivage de C2, C4b du clivage de C4 et 2b du clivage de C2. Eh bien, C4b 2b, ça me fait ma C3 convertase dont j'avais besoin. C'est l'équivalent de tout à l'heure C3b bb. Bien, j'ai ma C3 convertase. Maintenant, je dois aller plus loin, j'ai ma C3 convertase, je peux cliver du C3 de façon accélérée, comme tout à l'heure. Donc, je clive avec ma C3 convertase, qui est cette fois-ci C4b 2b, je clive beaucoup de C3. Clivant beaucoup de C3, j'ai du C3b. Et comme tout à l'heure, lorsque je fais C4b 2b, C3b, j'ai une C5 convertase. Tout à l'heure, la C5 convertase, c'était C3b, bb, C3b. Ici, c'est C4b, 2b, C3b.
j'ai ma C5 convertase, je peux former du C5B et du C5A. Bien. Alors, ça va être animé là aussi. On va regarder ça. Alors, vous voyez arriver ici le complexe C1. C'est gros, ça. Il se lie à 2. Hop. C4B qui s'est clivé. Hop. Vous avez à la fois le clivage de C4B, le clivage de C2B. J'ai du C4B, C2B en fait. Ouais, tiens, il y a des problèmes sur certains livres. Je l'avais noté sur certains livres. Il y a eu un changement de nomenclature. Et maintenant, je vous ai toujours dit que c'était C4B. Ici, on est bien, que je ne me trompe pas, en... La bonne nomenclature, c'est moi qui l'ai. Je pense que c'est 2B et non pas 2A. Là-dessus, C3, ils hésitent. Ah, enfin, je fais du C3B. Ici, ayant C3B, 4B, il faut que je vérifie si c'est 2A ou 2B, j'ai du C5. Alors, on va vérifier tout de suite. Oui, c'est bien ça. Alors, méfiez-vous, dans certains livres, et notamment dans cette vidéo-là, vous apercevez, la bonne nomenclature, c'est bien 2B ici. Or, dans la vidéo, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Ils vous mettent, on la refait, je m'arrête, hop, je la refais. Il faut l'arrêter à l'écran en fait. Voilà. Le degré de confusion, c'est ici. Faites attention, c'est bien C4B 2B et non pas C4B 2A. Or, dans certains livres, vous allez retrouver C4B 2A. C'est un problème de nomenclature. Maintenant, c'est toujours le fragment, le gros, c'est toujours 2B et le petit 2A. Je suis désolé de ça, j'y suis pour rien, ce n'est pas une erreur. Ça m'a posé bien des problèmes. Bien. Alors, j'ai la voie alternative, je m'y suis retrouvé, j'ai la voie classique. Maintenant, la voie des lectines, c'est la troisième voie. En fait, les microbes peuvent attacher des structures assez grosses qui sont ce qu'on appelle globalement des lectines. Et lorsque il y a cet attachement des lectines, ces lectines, elles ont quelque chose d'assez particulier. Elles sont ici en jaune, mais elles ressemblent furieusement au complexe ici C1 que vous aviez vu, notamment ces lectines qui vont se lier aux mannoses qui se trouvent sur les microbes, ce qui est pratique. Ces lectines que vous avez ici en jaune, elles ressemblent étonnamment au complexe C1 et elles ont également des enzymes, comme le complexe C1, qui permettent de démarrer la voie du complément et qui permettent notamment le clivage que l'on avait vu tout à l'heure de C4 et de C2. Donc la voie des lectines, c'est assez semblable à la voie classique, sauf que vous n'avez pas besoin ici d'anticorps. C'est simplement la liaison de la lectine aux mannoses sur les bactéries qui vous déclenche cette voie d'activation du complément. Mais là, quand on regarde comment ça se passe, à part l'étape initiale ici qui est différente, là c'est lectine, là c'est le complexe C1, ensuite vous retrouvez C4B ici, C2B, C4B, C2B, ça vous fait la C3 convertase. Il faut que j'inverse ici. Une fois que vous avez la C3 convertase, je clive du C3 et je fais
C4B, 2B, C3B, la C5 convertase. Ici, il faut que je change quelque chose. Il faut que je mette C4B, 2B. OK. Ici, C5 convertase. Encore une correction à faire. Donc, C3 convertase, C5 convertase. Maintenant, j'ai fait de 3 façons différentes l'activation ou les étapes initiales de l'activation du complément. À partir du moment où j'ai ma C5 convertase, ici, à partir du moment où je suis capable de cliver C5, je suis dans les étapes tardives de l'activation du complément, et ça, ce sont les mêmes étapes. Alors, les étapes finales de l'activation du complément. Étape finale de l'activation du complément, j'ai une C5 convertase, par exemple celle-ci c'est C3B, BB, C3B. L'important, c'est que je suis capable de cliver C5. Étant capable de cliver C5, j'ai du C5B et du C5A. Et là, en fait, C5B va avoir une action sur d'autres protéines, C6, C7, C8. Voilà C6, C7, C8. Et en fait, C6, C7 et C5B, avec l'aide de C8, C6, C5B et C7, ça fait un espèce de récepteur, vient se mettre C8, et en fait, C6, C5B, C7 et C8 vont permettre l'assemblage de plusieurs molécules de C9. Ça s'arrête à C9. Hein. Vous n'avez pas C10, C11, C12. C9, vous avez gagné. Et cet assemblage de C9, qui était un polymère qui était dissocié, ça permet à C9 ou à ces multiples C9 de s'associer et de faire un complexe d'attaque membranaire. D'accord ? Ce complexe d'attaque membranaire, c'est celui qui vous permet en fait de faire des trous dans la membrane d'une cellule cible, un peu comme le système en fait perforine faisait avec les lymphocytes cytotoxiques. Là, ce n'est pas de la perforine qui vous fait des trous dans la membrane, c'est en fait les C9 qui se sont, polymérisés grâce à cette cascade d'activation du complément. Donc 3 voies, 3 étapes initiales, ensuite les étapes tardives, formation du complexe d'attaque membranaire, donc c'est bien. Les pores, on les voit ici. Vous voyez le complexe d'attaque membranaire, vous voyez tous les petits trous qui sont faits dans la membrane. Le diamètre de ces pores, c'est d'à peu près 100 angstroms. Et une fois que vous avez fait ces pores, vous pouvez faire rentrer à l'intérieur de la cellule de l'eau. Vous pouvez faire entrer un certain nombre de granules cytolytiques qui vont provoquer en fait l'apoptose de la cellule, comme le système perforine-granzyme avait provoqué l'apoptose des cellules sous l'action des cellules T cytotoxiques. Alors, le fait que le système du complément, ça vous fait des trous dans les cellules, ce n'est pas la seule action des protéines du complément. Quand vous aviez fait vos clivages de C3, de C5, vous aviez des petits fragments. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez dans votre organisme, on va voir ici toujours un petit dessin animé,
C'est grâce à Jean-Rémy qu'il a pu mettre les dessins animés dans le cours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? On le fait faire. OK. C3, C5, clivage, C5, voilà. C6, C7 qui arrive, C8, C9 qui se polymérise, voilà. Vous voulez revoir? Une fois encore. Ah. Voilà. C3. C3. Ah, enfin. Je clive. Maintenant, je vais faire ma C5 convertase. Je clive C5. C5. C6. C7. C8. C9. Hop. Bien. Alors, beaucoup des actions en fait du complément ne sont pas uniquement dues à cette formation en fait de pores et de complexes d'attaque membranaire, mais sont dues au fait qu'il y a de nombreux fragments du complément, C3A, C4A, C5A, petits fragments donc, puisque c'est la lettre A. Et pour chacun de ces fragments, il y a en fait des récepteurs. Et un des premiers récepteurs dont on peut parler, c'est en fait le récepteur CR1. CR1, c'est un récepteur pour C3b et C4b. Donc, C3b, vous vous souvenez qu'il était lié de façon covalente, en fait, par exemple, à la surface d'un microbe. Le fait que vous ayez un récepteur CR1, par exemple, sur des cellules sanguines, y compris sur les globules rouges, sur les érythrocytes. Vous avez des récepteurs CR1 sur les neutrophiles, sur les monocytes, sur les éosinophiles, sur les cellules T, sur les cellules B, sur les cellules dendritiques qui sont assez particulières, les cellules dendritiques folliculaires. Vous vous souvenez? C'est celles qui sont, ce n'est pas les cellules dendritiques qui sont au niveau de la peau, c'est les cellules dendritiques qui sont à l'intérieur du ganglion. Ben, toutes ces cellules ont en fait un récepteur CR1 pour C3b. Alors, par exemple, un macrophage, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça va vite. Ce macrophage, il est capable d'attraper en fait le microbe, pas uniquement pour le récepteur FC, mais également pour le récepteur CR1. Il y a ici, il faudrait que je le ralentisse, ça va trop vite. Il y a ici le microbe qui a été recouvert, qui a été opsonisé avec C3b, c'est absorbé, c'est détruit. D'accord? Donc, CR1, on voit bien ici avec cet exemple que le complément, c'est important pour l'élimination de microbes grâce à la phagocytose que réalisent des macrophages. Et ces macrophages peuvent réaliser la phagocytose parce qu'ils attrapent le microbe qui s'est lié en fait à l'anticorps, mais aussi grâce au microbe qui porte C3b. Ça permet la phagocytose. Autre schéma, ici, le récepteur du complément, je vous ai dit, il y en a beaucoup aussi sur les érythrocytes. Alors, qu'est-ce que ça permet, les érythrocytes? Les voilà. Elles ont bien le récepteur pour le C3b. Qu'est-ce que ça va faire? Vous avez ici, visiblement, un complexe immun.
C3b, vous vous souvenez que ça se lie non seulement de façon covalente à la surface de microbes, mais que ça se lie également sur les immunoglobulines, et en particulier sur les complexes immuns. Vous avez ici un complexe immun, complexe entre antigènes et anticorps. C3b ici, parce que sur la région constante des immunoglobulines, il y a un site de liaison pour C3b. Les globules rouges, ils ont un récepteur CR1 pour C3b. Voilà, le récepteur, si vous regardez bien, il est là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre aux globules rouges de transporter les complexes immuns au niveau du foie. Et une fois que ça a transporté les complexes immuns et ça les a déposés au niveau du foie, le globule rouge, il repart dans la circulation. Hop, je transporte, je repars. Bien. Autre chose, autre récepteur, celui-ci vous le connaissiez. Mais vous avez un autre fragment ici qui est C3d. C3d, c'est un fragment qui est extrêmement important parce que ça va permettre la formation du complexe corécepteur. Vous savez que ce complexe corécepteur, c'est extrêmement important pour amplifier en fait les signaux de transduction une fois que l'antigène microbien s'est fixé à l'immunoglobuline de surface. Ça, vous l'avez déjà vu. Par contre, C3d, nouveau fragment qui est apparu, en fait, C3d, c'est un produit du clivage de C3b. Il faut que je prononce bien. Donc C3d, fragment très important de la protéine du complément. Ça vous montre à quel point le système du complément, encore une fois, c'est très important. C3b que vous connaissiez déjà, il peut se cliver lui-même. Il se clive en C3d. Et ce C3d, c'est celui qui va vous permettre de faire l'action du complexe corécepteur sur les cellules B, vieux souvenirs, peut-être que vous l'avez déjà oublié, je ne sais pas, les vieux souvenirs, en tout cas, et c'est ce qui va permettre en fait d'amplifier le signal d'activation de la cellule B. Et le récepteur pour C3d, d'accord, c'est le récepteur CR2 que vous avez, C3d le voilà, CR2, il est ici, et il fait avec CD19 et CD81 le complexe corécepteur. Donc vous avez déjà vu en fait deux récepteurs pour des fragments du complément, CR1 tout à l'heure qui vous servait de récepteur essentiellement pour C3b, et maintenant vous venez de faire la connaissance avec CR2, très important, qui est le récepteur pour C3d, produit de dégradation de C3b. Alors, c'est pas simple. Il y en a d'autres récepteurs. On a vu CR1, il y a CR2, il y a CR3 qui s'appelle MAC1, il y a même CR4, mais déjà avec CR1, CR2, c'est déjà bien. Alors, CR2, celui que vous avez là, c'est un récepteur pour C3d, mais au passage, c'est un récepteur pour le virus d'Epstein-Barr. Vous retrouvez la notion que l'on avait tout à l'heure, vous aviez la notion que dans les mécanismes humoraux de défense, il y avait les anticorps. Les anticorps, ils attrapaient justement, par exemple, un virus avant qu'il se fixe à son récepteur cellulaire. Là, vous avez un exemple de récepteur cellulaire, puisque c'est CR2. Le virus d'Epstein-Barr, c'est responsable de deux maladies. Une qui est la mononucléose infectieuse, c'est quelque chose qui touche les jeunes adolescents. Pourquoi?
quand vous embrassez, voilà, vous pouvez transmettre la mononucléose infectieuse. Et c'est aussi responsable d'une maladie. La mononucléose infectieuse, ça fatigue, hein, mais on s'en guérit. C'est également responsable, en fait, d'un lymphome particulier qui est le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome que l'on trouve en Afrique. Donc, CR2, c'est également la porte d'entrée pour ce virus des Stendhal qui est important. Je dis, le complément, c'est un système qui est puissant puisqu'il y a une espèce d'amplification qui se fait, mais il faut le réguler. Alors, il y a un certain nombre de molécules qui sont importantes pour freiner l'activation du complément. Première molécule qui va permettre de vous réguler l'activité du complément, c'est en régulant tout simplement l'activité de C1. Vous aviez dans le complexe C1, notamment C1R et C1R2, C1S sous forme de C1S2, ce sont des protéases, c'est elles qui vont vous faire le clivage. Eh bien, il y a une protéine qui s'appelle C1INH qui va en fait bloquer l'action de ces protéases. Donc, premier mode d'action, vous empêchez C1R2S2 d'acquérir un potentiel protéolytique. Donc déjà, vous pouvez réguler cette voie d'activation du complément. Au passage, si vous n'êtes pas capable de le faire, ça vous donne une maladie qui est l'œdème angioneurotique héréditaire. Et l'œdème angioneurotique héréditaire, ça vous donne en fait un œdème de la peau et des muqueuses, ça vous donne des douleurs abdominales, de la diarrhée, et ça peut de temps en temps menacer votre pronostic vital par l'obstruction en fait des voies aériennes. Donc on voit comment simplement le fait que vous ne soyez pas capable d'inhiber C1R2S2, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences qui peuvent être dramatiques. Alors, autre modèle. L'autre modèle, c'est que vous êtes capable, ici, d'inhiber en fait le complexe C3b-BB. Le complexe C3b-BB, c'est la C3 convertase de la voie alternative. Eh bien, il y a un certain nombre d'inhibiteurs avec des noms compliqués, MCP, DAF, CR1, facteur H. Ces inhibiteurs, en fait, déplacent BB de C3b et vous êtes capable, comme ça, d'inhiber la voie alternative. De la même façon, MCP, DAF, CR1, C4b, c'est capable d'inhiber le complexe C4b 2b. Voilà. Comme ça, vous êtes capable d'inhiber la voie classique. Donc, ces molécules sont importantes. Alors, ces molécules qui sont en bleu ici, vous voyez qu'elles sont insérées dans la membrane. Et en fait, DAF, par exemple. DAF, c'est une molécule qui est insérée dans la membrane grâce à un lien, alors c'est à nouveau imprononçable, glycophosphatidyl'inositol. Donc, il y a un glycophosphatidyl'inositol qui permet à DAF de s'insérer dans la membrane. Pourquoi je vous parle de ça?
Parce que pareil, il y a une conséquence relativement difficile. Il y a une maladie qui est une maladie assez grave qui s'appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. L'hémoglobinurie paroxystique nocturne qui provoque des hémolyses intravasculaires. Et cette hémoglobinurie paroxystique nocturne, elle est due au fait que des molécules comme DAF ne sont pas capables de s'insérer dans la membrane. Donc vous vous dites, OK, je ne suis pas capable d'insérer DAF dans la membrane, je ne suis pas capable d'inhiber les voies d'activation du complément, puisque DAF, au passage, je le retrouve ici pour la voie alternative et ici pour la voie classique, ben, j'ai une maladie qui est une maladie extrêmement sérieuse. Alors, depuis peu, et ça, on va le voir apparaître, voilà DAF, depuis peu, il y a un médicament qui est un anticorps qui est justement utilisé pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Alors, cet anticorps, qu'est-ce que c'est? Soliris, eculizumab. Zumab, ça veut dire que ça va être un anticorps humanisé. Bien. Alors, au passage, vous avez hot. Ça veut dire que c'est important et qu'il peut y avoir des questions posées dessus. D'accord? Qu'est-ce que c'est cet anticorps? En fait, Soliris, c'est un anticorps anti-C5. Je ne suis pas capable d'inhiber la voie d'action du complément parce que je ne suis pas capable d'insérer DAF. Ben, je vais agir plutôt en aval, en dessous, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de freiner l'action de C3 convertases, l'action de C5 convertases. Ce que je vais faire avec Soliris, c'est que je vais bloquer ici C5. D'accord? Bien. Donc, un médicament, je bloque l'action de C5. Bloquant l'action de C5, je bloque non seulement la formation d'un complexe d'attaque, mais je bloque également la formation de C5A. C5A, ça fait partie de ces petits fragments qui sont importants dans les processus inflammatoires. Alors, autre mode d'action, ici, comment je fais? Ici, j'ai un clivage qui est médié par le facteur I de C3b, C4b. Voilà le facteur I. Qu'est-ce qui fait le facteur I? Les facteurs MCP, CR1 et H, ça agit pour le clivage protéolytique médié par le facteur I. Bien. Eh bien, j'ai une protéine qui est C4BP, qui agit comme facteur pour le clivage protéolytique médié par le facteur I. Qu'est-ce que ça va faire? Ici, hop, je reviens ici. Ben, je vais en fait, grâce à C4BP, je vais faire un clivage protéolytique des C4b ou des C3b. Bien. Liaison covalente. Je revois ici. J'ai le facteur I, je le fais agir, qui produit le clivage de C3b ou de C4b. D'accord? Clivage de C3b ou de C4b. Et ensuite, je fais venir C4bb. Ça agit comme un cofacteur pour le clivage protéolytique médié par le facteur I. Complexe. Mais bon.
Alors, dernière chose que je peux faire, je peux utiliser une molécule qui est CD59 pour inhiber finalement la formation du complexe d'attaque membranaire. Si CD59 bloque C6, C7, C8 et C5b, je n'ai pas de formation du complexe d'attaque membranaire, je ne fais plus de trou. Donc là, ici, j'ai CD59, ça inhibe en fait la réunion de tous les polymères C9. Donc, je ne fais plus de trou. Beaucoup donc de moyens, fort heureusement, pour bloquer à un moment donné la formation de la cascade du complément. Alors, fonction du complément, j'en ai déjà vu un certain nombre, j'ai vu que ça faisait des trous dans les cellules. C'est la lisse cellulaire des microbes, mais ça agit également, ici, ça facilite la phagocytose. Donc ça promeut la phagocytose. Autre chose, mes petits fragments là, par exemple C3A ou C5A, ceux dont je ne m'étais pas trop occupé pour l'instant, j'étais plus préoccupé par C3B et par C5B. Mais C3A, C5A, tout de même, ils ont le moyen d'activer les neutrophiles. Qui dit activation des neutrophiles va dire destruction des microbes et, quelque part, inflammation. Et non seulement C3A et C5A, ça peut activer les neutrophiles, mais ça active également, en tout cas pour C5A, ça permet, C3A pareil, de recruter et l'activation des mastocytes. Recrutement et activation des mastocytes, on avait vu jusqu'à présent que c'était surtout les IgE. Quand vous aviez vu les mastocytes qui se dégranulaient comme ça, c'était souvent les IgE qui réalisaient ça, sous l'action des T auxiliaires 2. Bien là, vous avez l'action de protéines du complément qui permettent également la dégranulation des mastocytes. Donc le complément, ça permet la phagocytose, ça stimule l'inflammation, ça fait des pores dans les cellules, ça on l'avait vu, cytolyse assurée par le complément, complexe d'attaque membranaire, lyse osmotique du microbe. Ici on l'a vu, phagocytose, on l'a vu. Ah, une chose qui est importante. Vous aviez vu tout à l'heure que le C3b, ça permettait, puisqu'il y avait des récepteurs pour le C3b sur les érythrocytes, je vous avais dit que ça permettait de transporter en fait les complexes humains au niveau du foie. Maintenant, puisque je suis sur les activités du complément, l'activité du complément, une fois que vous avez transporté grâce aux globules rouges vos complexes humains au niveau du foie, l'érythrocyte, le globule rouge peut repartir. Mais il peut se passer autre chose. Qu'est-ce qui peut se passer? Je vais le montrer ici. Voilà. Là, vous avez autre chose. C'est un petit peu différent. Ce que vous avez ici, ce n'est pas, comme sur cette diapo-là, ce n'est pas le globule rouge qui attrape un complexe humain au niveau du foie. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, je fais autre chose. C'est C3b qui est fixé sur un anticorps et cet anticorps-là est dirigé contre un antigène de l'érythrocyte. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
au niveau cette fois-ci de la rate, c'est que dans ces cas-là, l'érythrocyte est attrapé au niveau de la rate et va être éliminé. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, ce que je vous ai montré, je vais reprendre pour être plus clair. Tout à l'heure, ce que je vous avais montré, je répète, c'est l'érythrocyte qui a transporté au niveau du foie des complexes immuns dirigés contre des antigènes X. Ce qui m'intéresse, c'est le complexe immun. D'accord? Au niveau du foie, mon érythrocyte, il va repartir, mais il a déposé au niveau du foie le complexe immun. Vous êtes d'accord? Ayant déposé au niveau du foie le complexe immun, il peut être attrapé par des macrophages du foie et il peut être dégradé par les macrophages du foie. Bien, ça c'est clair. Je reviens ici. Là, c'est autre chose. C'est des anticorps qui sont cette fois-ci dirigés contre un antigène de l'érythrocyte. Je transporte cette fois-ci au niveau de la rate. Ce que j'en transporte au niveau de la rate, c'est les hématies et je les élimine. Tout ça, c'est possible grâce au C3b. Si je n'avais pas le C3b, tout ce que je viens de vous montrer, ça ne se serait pas passé. Autre chose, puisqu'on est sur l'action des protéines du complément, on a vu que ça faisait des trous dans les membranes, on a vu que ça pouvait permettre l'activation des macrophages, on a vu que c'était capable de transporter des complexes immuns au niveau du foie, on a vu également que ça amplifiait, grâce à ces 3D, l'activation des cellules B. Tout ça pour vous dire que le complément, que vous ne connaissiez pas encore, d'après Jonathan, personne n'avait compris ce qu'était le complément, c'est vraiment des acteurs extrêmement importants de l'immunité humorale, puisque le complément, ça se trouve dans les humeurs. Bien. Alors, dernier point, les microbes. C'est comme les cellules cancéreuses. Les microbes, c'est malin. On a vu que les cellules cancéreuses, on le reverra, ça a de multiples moyens en fait pour échapper aux protéines du complément. Donc, ça peut agir par beaucoup de processus différents, notamment les microbes, ils peuvent mimer les protéines régulatrices. Les protéines régulatrices, c'était pour freiner l'action du complément. Vous avez des protéines de microbes qui miment les protéines régulatrices et qui disent à l'organisme, tiens, il faudrait freiner l'action des protéines du complément. Comme ça, moi, microbe, je vais pouvoir agir. Donc, ça mime des protéines régulatrices. Bien. Dernier point que je veux voir, et ça en sera fini pratiquement pour les mécanismes effecteurs de l'immunité humorale, c'est simplement pour vous rappeler qu'il y a des fonctions particulières des anticorps dans des sites anatomiques particuliers. D'abord, sites anatomiques particuliers, ce sont les muqueuses, et en particulier les muqueuses digestives. Les anticorps qui sont chargés de bloquer l'entrée de bactéries, de microbes, de virus au niveau du tube digestif, vous le savez, ce sont essentiellement des IgA. Et un des mécanismes de la vaccination orale, ça sera de faciliter la production d'IgA qui va vous bloquer en fait l'entrée des bactéries, des microbes dans le tube digestif. Alors là, vous vous souvenez très bien de ça. Les IgA, les voilà, qui sont un dimère. Vous avez ici un récepteur pour les protéines dimériques. Ici, ce récepteur va me faire servir à faire passer le dimère, cette fois-ci, au niveau du tube digestif, et je garde une partie du récepteur. Vous vous souvenez de ça?
On répète, hop, je vais traverser la cellule épithéliale grâce au récepteur pour les immunoglobulines polymériques et je garde une partie du récepteur, ce qui me donne ce qu'on appelle la pièce sécrétoire. Bien. Un adulte normal, allez, 70 kg, ça sécrète 2 grammes d'IgA par jour. Et ça fait 60 à 70% des immunoglobulines que vous produisez dans la journée. Ça veut dire que vous vous préoccupez très fortement de produire beaucoup d'IgA. Donc ça, c'est sur les IgA. On insiste un tout petit peu. Une chose amusante, l'immunité néonatale. Je ne sais pas s'il y a déjà des mamans parmi vous. Mais s'il n'y en a pas, ça va peut-être pas tarder. Alors, comment allez-vous protéger en fait l'embryon et en fait le bébé lors des premiers jours? Ben, vous allez pouvoir le protéger grâce aux IgG. Les IgG, ça passe à travers le placenta. Voilà une maman, visiblement, il n'y a pas de déni de grossesse. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les émissions actuellement sur le déni de grossesse, mais ce qui vous donne un ventre plat. Ici, il n'y a pas de déni de grossesse, vous avez une maman, vous avez ici, à l'intérieur, un fœtus, vous avez ici la barrière entre le sang maternel qui est ici et le sang du fœtus qui est là. Et vous avez ici ces cellules trophoblastiques qui font la barrière entre le sang maternel qui est ici et le sang du fœtus. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Ici, vous avez, c'est une autre vue, le sang maternel qui est là, le sang du fœtus, il est là. Eh bien, les cellules trophoblastiques que vous avez ici, elles laissent passer les IgG, ce qui va vous permettre à votre fœtus de pouvoir se défendre. Au moment de la naissance, le bébé, lui, il va être défendu de 2 façons. Il a toujours les IgG qu'il a eu au cours de la vie fœtale et qu'il va conserver quelque temps. Mais en plus de ça, si la maman allaite, il va y avoir dans le lait maternel des IgG et des IgA. Que ça soit au niveau de la vie fœtale ou que ça soit dans le bébé, ces IgG et ces IgA, IgG pour traverser le placenta, IgA et IgG pour traverser l'intestin du bébé, tout ça se fait grâce à un récepteur qui est un petit peu particulier, qui est un récepteur néonatal pour le fragment Fc des IgG et des IgA. Ça veut dire que le fœtus et le bébé, ils sont équipés d'un récepteur un petit peu particulier pour capter au moment de la vie fœtale les IgG et pour capter lorsqu'il est petit bébé les IgG et les IgA qui va les prendre dans le lait de sa maman. C'est pour ça que c'est bien quand vous allaitez les bébés. Sur ce message, on va en terminer et on va passer à autre chose. À 11 h? C'est pas vrai. Je ne vois pas passer les heures.